Le grand chantier de Hao va enfin pouvoir commencer. Le troisième et dernier permis de construire de la future ferme aquacole vient d'être délivré par le service de l'urbanisme. Un chantier colossal sur le petit atoll des Tuamotu avec notamment la construction d'une route, d'une base-vie provisoire, d'une station de désalinisation, d'une centrale électrique, de panneaux solaires, de 14 cuves d'hydrocarbures et sans oublier bien sûr la réalisation des bassins et des unités de production de la ferme. Et le projet aquacole prend donc forme et je reçois ce soir pour en parler le ministre de la Relance économique et de l'économie bleue, Teva Rohfritsch. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes désormais aux commandes du projet. On vient de l'entendre, le troisième permis de construire a été délivré. Est-ce qu'on peut déjà à présent savoir quand est-ce que les travaux vont démarrer ? Effectivement, c'est une nouvelle étape. Je prends le relais de mon ami Albert Solia et de toute l'équipe de la présidence qui ont suivi ce dossier. Vous savez que le président a tout fait pour qu'on tienne ce délai. En moins d'un an, les 3 permis auront été délivrés. Pour certains, c'est long, mais en fait, c'est très court vu l'ampleur, puisque c'est un projet de près de 100 milliards au total, l'ampleur des investissements qui sont réalisés. Alors, maintenant, je prends le relais parce qu'on doit préciser les techniques aquacoles et puis, en tant que ministre de l'économie, optimiser un maximum, donc maximaliser les retombées économiques pendant la durée des travaux, puis ensuite pendant la phase d'exploitation. Donc, nous espérons pouvoir faire démarrer ce chantier en début d'année prochaine, très certainement après le jour de l'an chinois, parce que voilà, c'est aussi une tradition culturelle que nous devons prendre en compte. En tout cas, M. Wang Shen, maintenant, je crois, est pressé de démarrer. Il va devoir sélectionner les entreprises polynésiennes, préparer cette phase de travaux, et je compte me rendre bientôt à Shanghai, justement, pour passer à cette phase opérationnelle. Alors, 2 objectifs. On va y venir, oui. Les retombées pendant la phase travaux, et puis surtout que nos jeunes puissent être employés sur cette ferme de Hao. Alors, les emplois, justement, donc la ferme aquacole, ce sera environ 295 personnes en permanence sur le site. Il y a également un effectif global estimé à 495 employés. Parmi eux, des techniciens aquacoles. Donc, ils vont partir à Shanghai. Comment et quand va se passer leur formation ? Effectivement, de 300 à 400 employés pendant la phase travaux et près de 500, vous l'avez dit, une fois que la ferme sera en exploitation. Donc, on a déjà sélectionné une dizaine de candidats, des jeunes qui sont diplômés en aquaculture ou diplômés en management. Une trentaine de jeunes ont été reçus et d'autres pourront faire l'objet d'autres promotions. Donc c'est la première promotion qui va partir fin septembre. L'objectif est de rapidement acquérir ces techniques à l'université de Shanghai, parce que ces techniques ne sont pas maîtrisées par nos scientifiques. Or, ça fait, il faut dire que l'Asie a une tradition millénaire en matière d'aquaculture et nous avons donc beaucoup à apprendre. Mais le souhait du gouvernement, c'est surtout de faire en sorte que les premiers cadres soient des cadres polynésiens. Et c'est ce que nous allons pouvoir concrétiser avec M. Wang Shen. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de locaux employés ? Vous savez, si on pouvait en mettre 499 sur 500, on le ferait. Hein. L'objectif, M. Wang Shen a besoin aussi très certainement d'amener des cadres de son équipe, parce qu'il faut savoir qu'il exploite déjà une ferme d'une grande ampleur en Chine, à Hainan précisément, une ferme aquacole. Donc il est important qu'on ait aussi ce transfert de technologie. Donc on va apprendre d'eux et l'objectif est de maximaliser les emplois pour nos enfants des Tuamotu, mais globalement de la Polynésie française. Donc on commence déjà avec cette promotion d'une dizaine d'étudiants. D'autres suivront. Je vais les accompagner à Shanghai, le président me l'a demandé, mais aussi pour préparer cette phase de chantier et puis d'exploitation. Donc je compte y aller avec nos experts de la direction des ressources marines. Alors les emplois, c'est une première partie. On pense aussi à l'environnement, bien sûr. Il est prévu de mettre en place 14 cuves d'hydrocarbures, dont 2 hors sol. Avez-vous obtenu toutes les garanties concernant la prévention des risques de pollution ? Vous savez, et le président l'a dit à son retour des visites qu'il a pu faire des installations à Hainan notamment, je crois que M. Wang Shen est encore plus en avance que nous sur justement ces aspects de prévention de l'environnement. Vous savez, quand on a 100 milliards à investir, parce que c'est le montant annoncé, je ne crois pas qu'on va les jeter à la poubelle. Or, M. Wang Shen, l'objet même de son investissement, c'est la préservation de l'environnement, parce que ces poissons vont être dans des fermes de grossissement à l'intérieur du lagon. Le premier lésé, si jamais il y avait un incident, c'est celui qui a mis 100 milliards. Donc, mais soyez rassurés, c'est pour ça aussi que ça a mis un an pour toute cette préparation de l'obtention de ces permis, c'est que nos services sont à pied d'œuvre et au pied de la lettre, je peux vous le dire, pour faire en sorte, bien sûr, que ce soit préservé. Mais on peut aussi remercier M. Wang Shen,
Parce que s'il n'y avait pas ce projet, on peut aussi imaginer que beaucoup de camions et de vestiges d'une autre époque à Rho seraient restés dans nos lagons. On tient à remercier l'État qui a fait cette dépollution, mais c'est parce que nous avions aussi un projet à Rho que ces travaux ont été accélérés. Alors, je crois que c'est important. La dépollution, on en parle. Le ministre de l'Environnement avait justement dit qu'il ne souhaitait pas revivre les problèmes de dépollution de l'après-CEP. Est-ce que l'État a tenu ses engagements? L'État a tenu effectivement ses engagements et poursuit ses activités. Monsieur Beffre et puis notre nouveau commissaire, effectivement, travaillent aussi, sont à pied d'œuvre pour pouvoir faire en sorte que conjointement avec le pays, ce projet puisse sortir de terre. C'est pour ça que nous les en remercions. Mais je crois qu'il faut aussi remercier cet investisseur chinois parce que ça a permis de mettre en lumière qu'il fallait à un moment dépolluer aussi les sites de Rho. Donc, c'est encore une fois notre premier allié sur les questions de protection de l'environnement parce que sinon, les poissons ne pourront pas grossir dans le lagon. Ça veut dire que son investissement aura été à perte. Alors, on continue de parler de l'environnement, mais d'un autre sujet. Édouard Fritch a annoncé qu'il voulait faire de la Polynésie la plus grande aire marine gérée d'ici 2020. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce projet et notamment concernant les autorisations de pêche? Quel quota? Absolument. Vous savez, il y a des initiatives à l'échelle des archipels qui sont nées, alors aux Marquises, la communauté des Marquises. On voit que nos maires des Australes veulent être partie prenante de cette protection de notre environnement. Le souhait de notre président est de dire, n'ayons pas une approche uniquement à l'échelle d'un archipel, mais ayons cette approche à l'échelle de la Polynésie pour justement mieux gérer nos usages. Mais il faut savoir aussi que si on pêche en millions de tonnes à l'ouest du Pacifique, on pêche 6000 tonnes en Polynésie et il semblerait que nous puissions au moins doubler notre effort de pêche sans remettre en cause la ressource. Donc l'objectif, ce n'est pas justement de restreindre la pêche, mais de mettre en valeur cette pêche polynésienne qui interdit les filets, qui est sélective puisque c'est à la palangre, et puis surtout que ce soit un effort de pêche polynésien. Il n'est pas question d'accueillir des flottilles étrangères. Donc tout ça sera mis en valeur dans le cadre d'une gestion vaste des usages, parce qu'il y a d'autres usagers, il y a le tourisme nautique, la plaisance, et faire de notre Polynésie un exemple, si on pouvait le faire, dans le Pacifique. Alors pour finir, une dernière question, Tevaro Fritch, une question plutôt politique. Vous êtes candidat à la candidature dans la 3e circonscription. Pourquoi ce souhait de devenir député? Eh bien, en tout cas, cette décision appartiendra au parti. C'est vrai que j'ai peut-être aussi la possibilité d'aider notre pays différemment en étant à Paris et en poussant nos dossiers à Paris. Je ne vous cache pas que j'ai encore plein de choses à faire aussi au gouvernement, mais j'ai souhaité proposer ma candidature au parti et puis nous déciderons avec le président et la commission d'investiture, notre comité politique, qui seront les meilleurs candidats et surtout qui est à la meilleure place pour faire en sorte que notre pays puisse se redresser économiquement, financièrement et surtout en matière d'emploi. Et vous vous réunirez le 15 septembre. Donc voilà, c'est une proposition de ma part, mais il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est d'abord effectivement que nous gagnions ces élections parce que nous pensons qu'avec le président Édouard Fritch, nous sommes sur la bonne voie pour redresser notre pays. Merci Tevaro Fritch d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.